Salut Alexia, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci. Très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Yes. Alors, Alexia, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi je suis décriée comme la nana ultra sportive, l'hygiène de vie irréprochable et surtout l'entrepreneuse qui a monté une incroyable entreprise. Alors, je sais pas si tout est au nom de la même entreprise, mais en tout cas, une incroyable entreprise autour justement de la santé, du sport pour les femmes. Toi, comment tu te décrirais? Euh, du coup, moi, je te dirais que j'ai 37 ans, que je suis effectivement passionnée de santé de la femme, sportive, mais pas sportive extrême, genre vraiment plutôt attachée à une bonne hygiène de vie, mais aussi bonne vivante, très gourmande. Donc, il y a aussi le plaisir qui doit être autant dans l'activité sportive que dans l'assiette. J'aime aussi beaucoup voyager. Je voyage énormément. Je suis très proche de ma famille, très proche de mes amis. Je passe beaucoup de temps avec eux. Et puis, j'adore mon travail. J'ai vraiment créé un travail qui me ressemble. Et du coup, je j'ai pas l'impression de travailler, même si effectivement, c'est des heures et des heures et qu'il y a aussi quand même du stress à gérer, 14 collaborateurs à gérer également, mais ça reste énormément de plaisir. Trop bien. Et justement, il y a une question que j'aime bien poser en début d'épisode. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu dirais qu'aujourd'hui ta vie fait pleinement sens? Bah 10. Enfin, pour le coup, je trouve que la vie de tout le monde fait sens. Enfin, tu vois, je veux dire, pour moi, il n'y a pas besoin de servir à quelque chose pour que notre vie soit légitime, en fait. Donc, la vie de tout le monde fait sens à 100%. Après, je pense que la question que tu poses, c'est dans le sens par rapport au quotidien qu'on a, à quel point on est épanoui et aligné dans notre quotidien. Exactement. Euh, Dans ce sens-là, bon, je suis aussi à 10, hein, évidemment, mais avec des variations. Il y a des moments qui sont toujours plus compliqués que d'autres. Je pense que tu vas me poser beaucoup de questions au sujet de l'équilibre. L'équilibre en tant qu'entrepreneur, quand on est multiprojet. Et pour moi, l'équilibre, ce qui répondra aussi à ta question, c'est pas un état permanent, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train d'accepter un certain déséquilibre. Et il y a des moments où bah, le curseur penche plus vers un côté, puis vers l'autre. Et en fait, c'est d'apprendre à devenir confortable avec ça, je trouve, qui fait que ça a du sens. Et tu as toujours été confortable avec justement ce déséquilibre permanent? Je pense que j'ai toujours été confortable avec l'inconfortable. Ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours été... quand c'est trop confortable, il y a un truc qui va pas, je commence à cogiter, à me dire qu'est-ce qui se passe. Et voilà, bon, le fait que j'ai toujours été entrepreneur, enfin, tu vois, du coup, j'ai toujours eu ce mode de vie entrepreneurial. Donc, j'ai jamais eu, tu vois, une sorte de stabilité professionnelle. Ouais. Euh, Ce qui fait qu'au final, j'ai toujours été très confortable avec ça. Ah, trop bien. Et enfant, du coup, tu savais déjà que tu voulais devenir entrepreneuse? Quand est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est une évidence Alors, à un je me moment? suis jamais dit que, après ça c'est mon point de vue, mais je me suis jamais dit qu'être entrepreneur c'était un métier. Ouais. Pour moi, en fait, il y a des tempéraments qu'entreprennent et d'autres pas. Mais après, tu peux entreprendre dans le salariat ou entreprendre en étant à ton compte, tu vois. Moi, je pense que je suis incapable d'être employée parce que je pense que je suis unemployable. Mais vraiment, tu vois. À chaque fois que j'ai travaillé pour d'autres personnes, quand j'étais étudiante ou que je faisais, tu vois, quand j'ai débuté, que j'étais à mi-temps dans une association où j'étais salariée, euh, en fait, la condition pour que je reste, c'était que j'ai carte blanche sur absolument tout et de pouvoir faire à ma façon. Donc, euh, donc quand j'étais petite, pour répondre à ta question, non, j'étais pas en mode ah je vais être entrepreneur, mais par contre j'étais suffisamment créative pour déjà créer euh, toute jeune. Tu vois, j'étais déjà dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaisait pas, fallait que je le fasse à ma façon. Donc j'étais déjà dans cet état d'esprit de se dire bah je vais pas attendre qu'il y ait un truc qui me convienne, je vais créer ce qui me convient toute seule. Donc voilà, c'est ce qui a fait aussi que j'ai toujours été assez entreprenante dans ma vie pro comme dans ma vie perso. Et du coup, question qui me vient, mais avec le système éducatif français, on t'impose un peu, reste dans la case, bouge pas, il faut pas être créatif.
tu as réussi à rentrer dans le système et du coup avoir peut-être la soupape dès que tu sors de l'école pour être créative, ou du coup c'était compliqué pour toi en mode pas possible de subir les règles un peu du système. Ça dépendait des années. Jusqu'au lycée, ça allait. Jusqu'au lycée, j'arrivais à trouver un équilibre aussi parce que je faisais énormément de sport, ce qui me permettait de canaliser, tu vois, si je pouvais, voilà. Et puis j'étais très formatée aussi. Tu vois, je faisais à ma manière parce qu'à la maison, mes parents me laissaient suffisamment d'espace pour que je fasse à ma manière, ce qui fait que ça me ça me posait pas de problème d'être dans un cadre, puisque à la maison, mes parents me laissaient aussi être la personnalité, enfin laisser ma personnalité s'exprimer quoi. Mm. Au lycée, ça a été plus compliqué. Je me suis déscolarisée en première et enfin, j'ai commencé à avoir des petits soucis en première et puis en terminale, j'ai arrêté d'aller en cours, je crois en février. J'ai été passer le bac en candidat libre. Donc, Mais bon, et, après, je suis allée à la fac en sciences du sport et là, j'étais passionnée par ce que je faisais, donc ça m'a remis dans le système. Donc voilà, je pense que c'était la perte de sens parce que c'était trop générique au lycée. Et puis que c'était une période aussi niveau perso où voilà, je partais un peu dans tous les sens. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir mon bac et je suis quand même partie du coup en STAPS. Et en STAPS après, ça faisait tellement de sens, je me sentais tellement à ma place que du coup, ça ne m'a pas posé de problème de rentrer dans le cadre. et tes parents, ils étaient dans le sport pour que tu aies cette passion du sport, ou c'est juste ils ont, on va dire, ils t'ont suivi dans cette passion? Ouais, non, pas du tout. Ils m'ont toujours laissé faire du sport, etc. Ils nous incitaient beaucoup à aller dehors. On allait au parc tous les jours avec mon père après l'école. Euh, Ils nous ont toujours inscrits dans des associations sportives. Après, on était enfin, surtout moi, j'étais assez hyperactive. J'étais l'aînée, mais du coup, avec ma sœur, ils nous inscrivaient beaucoup à toutes les activités sportives dès qu'ils pouvaient. Voilà, aussi parce que j'avais deux parents qui travaillaient à plein temps. Enfin voilà, mon papa était policier municipal, ma maman était secrétaire médicale. Les deux ont pas pris de congé. Tu vois, bah, on était trois filles, ils n'ont pas pris de congé, donc forcément, on était aussi, voilà, amenés à beaucoup aller dans les associations pour pouvoir bah, faire du sport et puis bah, gérer aussi par rapport à nos parents, quoi. Ouais. Et du coup, si on avance un peu le temps, tu fais STAPS et là, du coup, tu deviens directement coach sportif, si je dis pas de bêtises, ou non, il y a une étape intermédiaire que j'ai. Non, j'ai fait stage, j'ai créé ma boîte entre ma L2 et ma L3 pour pouvoir faire le stage de troisième année sur ma boîte. Parce que j'avais une idée précise de ce que je voulais faire, mes profs m'ont laissé faire. Et donc, je suis devenue officiellement entrepreneur du coup à ce moment-là, parce que j'ai créé ma première boîte à ce moment-là. Et puis, à la fin de mes études, j'ai continué dans la voie de ce que j'avais mis en place au cours de ma troisième année pour mon stage, en fait, sur ma boîte. Et vu que ça marchait bien, bah, j'ai continué dans la foulée. Donc, je me suis lancée à plein temps après ma licence dans le coaching individuel à domicile. Ok. Et c'était quoi un peu ta vision à ce moment-là? Tu avais déjà cette vision de je veux vraiment avoir un impact sur la santé de la femme, faire, je sais pas, un documentaire, un livre, tout ça, ou tu étais juste, je veux avoir une petite entreprise toute simple, juste moi. Bah, en fait, à ce moment-là, pour te remettre dans le contexte, donc quand je faisais mes études, donc je devais travailler pour financer bah, ma chambre étudiante, ma nourriture, etc., l'essence de ma voiture. Donc en fait, vu que j'étais en STAPS, bah, j'avais 10 heures de sport via la fac, mais j'avais aussi 10 heures d'entraînement parce que j'étais sportive de niveau encore à l'époque. Donc j'avais 20 heures de sport par semaine, j'avais 20 heures de cours théoriques par semaine et je bossais toutes les semaines. Donc en fait, j'avais déjà un rythme qui était très très soutenu. Donc quand je décide de me lancer à la fin de ma licence, c'est aussi parce que j'en peux plus, je suis exténuée de ce rythme et que j'en peux plus de pas gagner d'argent alors que je travaille énormément. Et donc l'idée en fait de quand je me mets à mon compte, c'est de pouvoir vivre rapidement de mon activité. Donc c'est vraiment ce qui me motive au début, c'est vraiment de me dire je veux arriver à vivre de ce que j'ai construit pendant mon année de licence, c'est-à-dire un accompagnement holistique, donc nutritionnel, psychologique et sportif pour des femmes. Et donc je veux trouver suffisamment de clientes pour pouvoir me dire bah, c'est mon métier, j'en vis. Et donc voilà, mon premier objectif, c'est de pouvoir payer mon loyer et pouvoir subvenir à mes charges en fait. Mm. Et donc
Oui, enfin, l'avatar, ça a toujours été le même depuis le début, hein, c'est les femmes. Et au début, je me dis qu'avec les connaissances que j'ai, euh, je vais réussir déjà parce que j'avais fait un super mémoire, j'avais des très bons résultats sur les clientes que j'accompagnais en mémoire. Donc, je me suis dit que ça allait aller. Puis c'est vrai que quand je commence à me retrouver dans la vraie vie, là, je me rends compte que mes connaissances sur la santé de la femme sont quand même très limitées. Et c'est là où, en fait, je me dis, waouh, en fait, la majorité des études sur lesquelles se base notre formation est quand même beaucoup basée sur les hommes. Et donc, c'est là où je me dis, il va falloir que je fasse beaucoup de recherches supplémentaires pour pouvoir vraiment accompagner correctement les femmes que j'accompagne. Et puis aussi, quand tu débutes, tu as toujours le syndrome de l'imposteur. Tu vois, j'avais 20 ans. Donc, j'accompagnais des femmes qui en avaient entre 40, 50, voire 60, qui me voyaient débarquer en mode, c'est qui cette petite jeune qui vient chez moi pour me faire faire du sport, etc. Donc, très, très vite aussi, je me suis beaucoup formée pour pouvoir me sentir légitime d'accompagner correctement ces femmes-là. Et parce que je reconnaissais aussi que, en fait, il y avait un énorme manque de connaissances dans ma formation initiale. Mmh. Et dès le début, tu avais envie d'accompagner les 40-50 ans ou c'est la cible qui est venue à toi? Non, bah, en fait, mon avatar, c'est ma maman. Donc c'est vrai que j'ai fait ma cliente cible sur ma maman. Donc, je me suis retrouvée avec des femmes qui étaient... Maman, quand je me suis lancée, elle avait 47, 48. Donc, c'est vrai que j'avais des femmes entre 40 et 60 Mmh. dès le Et début. ouais, du coup, ce choix-là de ta maman, c'est parce que tu avais justement cette envie de l'aider, elle, ou Ouais. c'est juste un pur hasard Non, j'ai fait mon mémoire pour l'EDL. ouais. Je l'ai choisi en sujet de mémoire pour l'EDL. Et puis j'ai adoré. Euh, Surtout que fallait que j'ai un panel pour mes études, pour pouvoir faire mon mémoire. Donc j'avais elle, mais j'avais d'autres femmes à peu près dans la même tranche d'âge. Et elles étaient un petit groupe de femmes que j'ai accompagnées pendant 6 mois pour faire ce mémoire. Et au final, bah, je me suis rendu compte que c'était génial. En parallèle, j'entraînais encore les athlètes. Donc j'ai aussi mon brevet d'état d'athlétisme, donc j'étais coach à côté dans une association, coach d'athlétisme. Et donc, je voyais la différence entre quand j'entraînais bah, l'avatar de type qui est ma mère versus quand j'entraînais des athlètes qui étaient plus jeunes, où c'était la performance. Bon, bah voilà, il y avait un domaine qui était beaucoup moins ingrat que l'autre, clairement, et qui rémunérait aussi beaucoup mieux que l'autre. Donc voilà, à la fois parce que bah, quand tu démarres au début, il faut que tu puisses vivre de ton activité, et aussi parce que je me régalais à accompagner ces femmes-là et que ça m'a permis de mûrir aussi très très vite parce que quand tu fais du coaching individuel à domicile, tu rentres dans l'intimité des gens, tu vas chez eux, donc tu t'es tout de suite confronté aussi à leur vie et ce qu'elles traversent. Donc, quand tu rentres chez les gens et que bah, tu vois ce qui s'y passe, etc., et que tu crées une relation de confiance avec la personne que tu accompagnes et qu'elle commence à se confier à toi, c'est vrai que tu as vraiment l'impression d'être une bouffée d'oxygène pour ces personnes-là et ça faisait énormément de sens pour moi. Je me sentais hyper utile. Ah, trop bien. Et si je reviens juste sur ce syndrome de l'imposteur, parce que alors, je me mets à ta place, hein. Moi, à 20 ans, accompagner des gens de 45 ans, j'aurais eu plus eu personne. Tu as dit que du coup, tu l'avais un peu combattu, enfin, tu l'avais totalement combattu en te formant en plus. Il y a d'autres choses qui t'ont permis justement de dire c'est bon, je suis légitime. Bah, les résultats, quand t'as des femmes qui ont fait des années de kiné, qui résout pas leurs problèmes et qui au bout de quelques mois avec toi ont plus de problèmes, les retours qu'elles me donnaient, de voir comment est-ce qu'elles prenaient confiance en elles, parce que voilà, à travers toutes les discussions qu'on avait, je voyais aussi à la fois physiquement comment elles évoluaient, mais aussi comment elles évoluaient au niveau de leur confiance en elles, dans leur mindset. Donc de voir en fait et qu'elles me le disent, c'est ça. Si je te dis, c'est beaucoup moins ingrat d'entraîner un public adulte et qui puisait des femmes, parce que tu as un retour direct en fait de ton impact. C'est-à-dire que les personnes te disent à quel point les discussions que tu as avec elles les ont amenées à réfléchir, à repenser certaines choses, à évoluer sur certains points de vue, à prendre certaines décisions qui procrastinaient depuis longtemps, etc., etc. Donc, en fait, c'est ça qui m'a permis au fur et à mesure des années, de me dire, ok, je suis une bonne coach parce que j'ai des résultats, parce que je le sais et que je le vois. Hmm. Ouais, ça fait sens. Et du coup, les premiers clients, la première année où tu t'es lancé,
Ça a été facile, le bouche à oreille a marché facilement. Enfin, comment tu as fait un peu pour trouver tes premiers clients et quel a été un peu le chemin? Alors, en fait, j'ai eu quelques clientes clés qui, euh, qui ont vraiment eu des transformations très rapides et impressionnantes. Je pense à une de mes premières clientes qui s'appelle Nathalie, avec qui je travaille toujours aujourd'hui, et qui, du coup, c'était il y a 15 ans, 16 ans. Et, euh, et en fait, sa posture, sa silhouette, en quelques mois, a drastiquement changé, au point que ses clientes lui disaient mais t'as un amant, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, enfin t'as l'air tellement genre rayonnante, en forme physiquement, etc. Et Nathalie avait un salon de coiffure, elle était propriétaire d'un salon de coiffure. Donc elle passait son temps avec des clientes et qui lui posaient la question. Donc forcément, à chaque fois, elle me citait. Et donc j'ai reçu énormément d'appels grâce à elle. Et en fait, il y a eu quelques clientes comme ça, pour qui la transformation a été tellement incroyable et rapide que l'entourage a demandé mon contact. Et en fait, en tout cas sur ce business model qui était du coaching à domicile, c'est vraiment le bouche à oreille qui a vraiment fait la différence. Ouais. Mm. Et après, comment du coup tu as basculé? Puisque aujourd'hui tu fais, je sais pas si tu fais encore du coaching à domicile, mais en tout cas c'est plus, je pense, ton activité principale. Comment tu as basculé du coup de je fais du coaching à domicile à je fais tellement de choses. Mais déjà, on va commencer par un programme en ligne. Alors, si on retrace un peu le parcours. Donc, j'ai fait du coaching à domicile en France jusqu'en 2014. En 2014, je suis partie aux États-Unis. Là, je me suis installée dans la Silicon Valley, donc dans la région de San Francisco. Et j'ai continué là-bas le coaching à domicile, mais dans un environnement beaucoup plus tech, avec énormément de tout ce qu'on connaît hein, de la Silicon Valley, donc Apple, Google, Facebook, YouTube, etc. Donc je me suis beaucoup intéressée aussi à ces business models-là et l'entrepreneur curieuse que j'étais a aussi beaucoup créé un réseau autour de ça. Et donc en 2020, quand il y a eu le Covid, j'ai tout de suite pris le pli de digitaliser. C'est-à-dire que jusque-là, je faisais uniquement du présentiel. Et à ce moment-là, je me suis dit, donc ça faisait 10 ans hein, que je faisais du présentiel. Donc j'ai compté un jour pour m'amuser, je fais plus de 15 000 heures de coaching à domicile. Donc j'avais quand même une expertise assez poussée grâce à mon expérience. Et, euh, et donc j'ai décidé de cette expertise-là, de ce que j'avais appris de ces 15 000 heures de coaching à domicile, de me dire, bon bah voilà, maintenant je suis coincée à la maison, j'ai qu'à en faire un programme en ligne. Et donc c'est de cette façon-là que j'ai digitalisé en fait. Et donc en 2020, et j'ai commencé aussi à ce moment-là les réseaux sociaux, parce qu'avant c'était uniquement du loisir, et donc j'ai commencé aussi à poster sur les réseaux sociaux, à me former sur Instagram, qui est vraiment le canal qui était le plus intuitif pour moi parce que j'utilisais en perso et j'aimais bien ce réseau social. Donc j'ai commencé à me former sur voilà Instagram pour le pro, comment on crée un business en ligne, puis le marketing, puis le copywriting, etc., etc., etc. Puis bon après ça a grandi assez vite d'ailleurs. Et puis après je suis rentrée fin 2021 en Europe après presque 8 ans donc en Californie. Et à ce moment-là, le fait de rentrer en Europe, j'ai commencé à pouvoir rencontrer des personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux et faire des collaborations, notamment avec Bérangère Philippon, qui a un compte Instagram Zéro Sucre Igeba, et qui m'a proposé en fait d'être co-autrice de son 5e livre, sachant qu'elle était déjà auteure best-seller. Et donc elle m'a mise dans le monde de l'édition, et puis quelques mois plus tard, j'ai sorti mon 2e livre, Le Guide Santé des femmes, qui est plutôt un manuel qui s'adresse aux personnes qui s'intéressent à la physiologie de la femme et toutes ses spécificités. Et puis ensuite, Larousse m'a demandé cette année un 3e livre, donc qui sort dans 3 semaines, qui est sur je me mets à la musculation pour expliquer à quel point le muscle finalement est réellement un outil de longévité et pas uniquement un organe qui est là pour faire joli, mais qu'il a un réel impact sur notre santé mentale et sur notre santé physique, bien au-delà de ce qu'il apporte pour la silhouette. Et donc au final, mon message tourne toujours autour du même sujet, c'est-à-dire la santé des femmes. Mais voilà, grâce à mon réseau, aux opportunités, aux collaborations, j'ai pu décliner ce message sous différents formats. Il y a les retraites que je fais en été au Portugal.
Il y a les livres, il y a mes programmes en ligne, il y a tout le contenu gratuit par rapport aux articles de blog, à la chaîne YouTube, à mon compte Instagram. Et puis, il y a également le documentaire que tu as vu, le documentaire que j'ai produit, pareil, qui est sur la santé de la femme à travers le cancer de ma maman et comment je l'ai accompagnée en post-opératoire par rapport à son cancer digestif. Et donc, finalement, le message est toujours le même, mais j'ai la chance de pouvoir diversifier les outils, ce qui fait que je m'ennuie pas. Et ça me permet de pouvoir aider le plus grand nombre. Trop bien. Je fais une petite parenthèse. Allez vraiment voir le documentaire. On mettra le lien en description. Il est vraiment génial. Euh, D'un point de vue extérieur, ça part un peu dans tous les sens. Toi, tu as 10 milliards de projets. Je me dis, la charge mentale qu'il doit y avoir dans la tête d'Alexia, ça doit être dingue. Comment tu fais justement pour gérer tout ça? Je sais que tu es une grosse bosseuse, donc il y a quand même beaucoup d'heures. Tu as aussi la pro de l'hygiène de vie, donc sûrement tu as des tips d'hygiène de vie. Mais toi, voilà, c'est quoi un peu tes astuces ou ta routine ou je ne sais quoi pour gérer autant de choses d'un coup? Alors, il y a une chose que je fais systématiquement qui m'aide énormément, c'est qu'une fois par an, je me pose et je travaille sur ma vision globale de ma vie pro et de ma vie perso. Donc, où est-ce que j'ai envie d'être dans 20 ans? À quoi ressemble ma vie dans 20 ans? Et à partir de là, c'est à quoi ressemble ma vie dans 10 ans, puis dans 5 ans, puis dans 3 ans. Et donc, en gros, bah, à la fin de l'année, où est-ce que j'ai envie d'être? En partant de ça. Déjà, ça permet juste de se détendre par rapport à la notion du temps. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent la pression et quand ils ont une idée, ils veulent le résultat tout de suite. Quand ils ont une vision, ils veulent qu'elle arrive immédiatement. Sauf qu'en fait, tout met du temps à se construire. Donc, la première chose, c'est d'avoir une vision très claire long terme. Parce que quand tu as une vision qui est très claire long terme, ça te permet dans ton quotidien d'éliminer tout ce qui n'a pas de sens par rapport à ta vision long terme. Et il y a beaucoup de, tu vois, quand je fais du mentoring avec des professionnels, quand même beaucoup de personnes, quand tu leur demandes dans 5 ans est-ce que tu feras encore ce truc-là, ils te disent non. Moi j'ai envie de dire pourquoi tu le fais encore maintenant si tu sais que dans 5 ans tu veux plus le faire, tu vois. Pourquoi Mm. t'arrêtes pas de le faire tout de suite? Et c'est là où tu vois les croyances limitantes, c'est là où tu vois tu vois, ce qui coince au niveau des peurs, etc. Mais, mais déjà, je trouve que d'avoir une vision très claire de où tu veux être dans longtemps et de te dire si je veux être là dans longtemps, bah, du coup, qu'est-ce qu'il faut concrètement que je mette en place cette année? Ça détend un peu. Parce que tu te rends compte, tu vois, si tu prends sur 20 ans, ça veut dire que tu as le temps, tu vois. Donc, t'as pas besoin de tout mettre en place cette année. Cette année, tu mets en place une brique. Tu mets pas en place la maison, tu vois. Mm. Donc, ça, c'est la première chose. À partir de là, une fois que je suis très très claire sur ma vision de l'année, c'est beaucoup plus facile de faire du tri dans les choix, en fait. Dans toutes les idées, dans toutes les propositions, dans toutes les collaborations. Tu sais tout de suite, ça rentre ou ça rentre pas. Si toi, t'es clair sur ton intention, c'est hyper facile ensuite de pas te faire absorber par, tu vois, l'objet brillant, dès qu'il y a un truc qui te plaît, etc. Donc, de pouvoir plus facilement savoir qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui n'en fait pas. Ensuite, je fais tous les trimestres un travail sur la vision aussi. Donc tous les trimestres, je fais un petit bilan. Où est-ce que j'en suis par rapport à ma vision annuelle? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Est-ce que je reporte ou pas au trimestre prochain? Et je fais aussi ça tous les mois. Donc en fait, il y a beaucoup de travail d'introspection et beaucoup de travail à l'écrit pour poser les choses, pour pas que ce soit dans ma tête en fait. Pour, tu vois, finalement, j'ai pas une énorme charge mentale parce que je pose tout à chaque fois sur le papier et que c'est très clair. Dès que tu sors les choses de ta tête et que tu les poses sur papier, déjà tu respires. Parce que tant que c'est dans ta tête, t'es en apnée. Donc déjà, le fait de les sortir de ta tête et de les poser sur papier, même si dans un premier temps, tu poses tout en vrac, ça te permet de dire, ok, bah en fait, ça paraissait énorme ici, mais quand c'est sur le papier, c'est pas si pire que ça. Et ensuite, j'organise. Je dis, ok, bah ça, c'est pour plus tard, ça n'a pas de sens maintenant. Ça a du sens, mais le trimestre prochain. Ça a du sens ce mois-ci, ça a du sens cette semaine. Et donc, du coup, ça me permet d'organiser les priorités. Si beaucoup de personnes qui sont sous l'eau et qui ont vraiment cette sensation d'étouffer, parce qu'ils gèrent absolument tout comme des urgences. Sauf que tout n'est pas une urgence. Et de bien savoir qu'est-ce qui l'est, qu'est-ce qui ne l'est pas, objectivement, parce que t'as envie d'arriver, parce qu'en fait, tout part de ce truc de vouloir tout de suite. Vu que tu veux tout de suite, tout est une urgence. À partir du moment où t'as pris du recul et que tu t'es dit, bah, en fait, cette année, je veux ça, le reste, ça attendra. Mais si déjà cette année, j'ai ça, je serai contente. Bah, du coup, ça te permet déjà de faire retomber la pression. Et ensuite,
bah, par rapport à ça, d'organiser vraiment les priorités et de savoir prioriser. Faut apprendre à prioriser parce que tout n'est pas prioritaire. Et Mm. après, je me rappelle aussi régulièrement que certes, j'aide énormément certaines femmes et que je sais que j'ai changé la vie de certaines femmes, mais je suis pas médecin urgentiste. C'est-à-dire que là, les personnes que j'ai entre les mains, elles vont pas mourir. Ouais. Donc si je mets 3 jours à répondre à un email, ça va aller. Et donc je me détends aussi par rapport à ça. En fait, j'ai une amie qui est urgentiste voilà, en pédiatrie. Bon, on a, enfin, il y a un moment, je prends du recul aussi, quoi. Je me dis, oui, c'est important ce que je fais. J'aime mes clientes, j'ai envie de les aider. Mais si je mets 3 jours à répondre à un email parce que j'ai besoin de souffler et que j'ai besoin de prendre du recul, je mettrai 3 jours à répondre à un email. Et, euh, et je pense que je suis suffisamment bienveillante et suffisamment présente la majorité du temps pour qu'elle ne me tienne absolument pas rigueur quand je prends un peu de temps à répondre. Et ça, c'est quelque chose que tu as enfin, que tu avais réussi à mettre en place dès le début, parce que je prends mon exemple personnel. euh, je pense que ça fait pas longtemps, ça doit faire 6 mois. Donc, toi, j'ai dû faire 4 ans d'entrepreneuriat à être ultra réactive avant de m'autoriser de dire, ah, ok, euh, on va faire de moi ma priorité et là, je vais aller marcher, je vais pas répondre aux mails et ça attendra demain, par exemple. Ouais. Euh, je vois à titre personnel que j'ai fait le switch parce que après 4 ans à courir, tu te fais à un moment donné, bon, ça va jamais s'arrêter cette histoire. Toi, tu avais réussi à le mettre en place dès le début ou pareil, tu as eu cette prise de conscience à un moment donné de, mais en fait, ça tourne tout le temps, là, il n'y a que moi qui puisse ralentir la chose. Je pense que ça vient beaucoup du fait, au début, quand on se lance, de se dire, ah, c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer. Donc, je reste tout le temps en hypervigilance, je lâche pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je vais lâcher, tout va m'échapper. Mm. Donc, c'est vraiment, pour moi, un travail, tu vois, sur le contrôle, et qui se fait au fur et à mesure du temps. Quand j'étais en présentiel, c'était un peu différent, parce que tu sais, tu vas chez les gens, tu les vois, tu crées une relation. Donc, c'est pas la même chose qu'en digital, où du coup, la relation, elle est plus faible au début, il y a moins d'échanges. Enfin, aussi, il y a beaucoup d'échanges, mais c'est pas du présentiel, donc c'est moins intense, etc. Et les relations mettent du temps à se créer avec la communauté, quoi qu'il arrive. Donc, c'est sûr qu'au début, même pareil sur Instagram, pour mes abonnés, au début, j'étais tout le temps à vouloir répondre très vite. Et puis au bout d'un moment, j'avais des clientes qui me disaient non mais Alexia c'est dimanche, pourquoi tu me réponds? Ou alors il est tard, t'avais pas besoin de me répondre aussi vite. Et c'est vrai que moi ça me paraissait normal au début. Puis après je me suis dit bah non en fait elles ont raison, je n'étais pas obligée de répondre aussi vite, etc. Et donc en fait j'ai commencé à apprendre aussi à répondre quand moi j'avais le temps et l'espace mental pour le faire correctement et de dédier des plages horaires où je réponds. Et ensuite, bah, en dehors de ces plages-là, je réponds pas et c'est ok en fait. Et tu as dédié aussi, du coup, des plages d'horaire pour toi. Comment tu fais pour être sûr d'avoir suffisamment de temps pour toi? Parce que quand on est entrepreneur, c'est pas comme dans le salariat, t'as pas le patron qui va te dire, voilà, tu vas travailler de telle heure à telle heure, et puis comme tous les collègues sont partis, tu sais qu'il faut partir. Tu es un peu seul face à toi-même, tu as l'impression que tout repose sur toi et qu'il faut tout le temps être là. Comment tu gères, du coup, cette limite, justement, de temps pour toi, alors que, en plus, tu fais un truc qui te passionne, donc quand tu travailles, t'as pas l'impression que ça t'épuise. Enfin, Mm. comment tu gères ça? Je mets dans mon agenda des temps, enfin, je réserve à l'avance des temps pour moi dans mon agenda. Donc, ouais, je bloque des blocs temps, quoi. Je bloque des blocs temps à l'avance pour être sûr que je les fasse pas sauter. Et, bah, je te disais, je passe beaucoup de temps avec ma famille, avec mes amis, je voyage beaucoup. Donc, voilà, je me réserve des choses à l'avance, plusieurs mois à l'avance, le week-end avec les copines, week-end ou semaine avec les parents, avec mes sœurs. Ou même des temps pour moi. Tu vois, si j'ai envie de faire des choses. J'ai arrêté de me battre avec moi-même sur le côté que fallait que j'apprenne à faire du rien. Je sais pas faire ça, ça me rend pas heureuse. Donc c'est ok en fait. Donc c'est faire des choses qui me ressourcent versus faire des choses qui m'épuisent. Et là-dessus, je suis très bonne. Je suis très bonne pour faire des choses qui me ressourcent, qui m'apportent de l'énergie. J'adore me booker des spas, j'adore me booker des massages, j'adore partir en week-end aussi, tu vois, sans forcément que travailler. Les festivals, les choses comme ça. Enfin, je sais les choses, tu vois, monter à cheval par exemple, les choses qui vraiment me ressourcent, me rechargent, me font du bien. Et donc, je fais en sorte d'avoir ça dans mon agenda régulièrement. De pas avoir des plages trop longues. Là, j'ai le livre qui sort, donc j'ai une grosse promo de, qui est organisée avec beaucoup de dédicaces un peu partout. Et en fait, je me suis fait des blocs entre des blocs de dédicaces et de périodes de promo. Je me suis fait des blocs avec mes amis. Je me suis fait des blocs où je vais repartir aux États-Unis pour souffler un peu.
Et donc, je vais alterner comme ça pour avoir des moments où je vais être beaucoup dans les échanges et des moments où je vais être beaucoup pour moi aussi. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Et j'aimerais revenir un peu sur le documentaire, après on parlera du livre. Je trouve ça dingue de se dire, bah tiens, je lance un documentaire. Comment t'es venue l'idée? Comment t'as aussi osé passer à l'action? Puisque quand même, c'est des risques. Je pense que déjà, il y a le budget pour faire le film, etc. à l'avance. Euh, Comment ça s'est passé? Alors, ma maman m'a annoncé donc qu'elle avait un cancer digestif, qu'elle allait avoir une grosse opération, ils allaient lui ouvrir le ventre et retirer plein de choses. Et donc du coup, suite à ça, je me suis dit bon bah, enfin elle me l'a demandé, elle m'a dit bon bah voilà, va falloir me remettre en forme après. Donc j'aimerais que tu me fasses un programme. Je me suis dit ok. Et je me suis dit comment faire en sorte que elle n'ait pas uniquement euh, comme objectif de se battre contre son cancer. Parce que tu vois, t'as beaucoup de personnes, quand ils sont malades, où finalement, il y a un peu, le monde s'arrête un peu de tourner. Il y a écrit cancer sur leur front. Du coup, tout le monde est un peu en train là de les regarder différemment. Et, euh, et c'est très déprimant. Ma mère nous l'a caché très longtemps qu'elle était malade, parce qu'elle voulait pas qu'on la regarde différemment. Elle voulait pas qu'on se comporte différemment avec elle. Et je comprends parce que pour le coup, c'est vrai que bah voilà, c'est indépendamment, c'est une réaction qui est complètement humaine de quand on a quelqu'un autour de nous, surtout un proche qui est malade, de s'inquiéter et de vouloir faire en sorte que cette personne aille mieux, etc. Et donc très vite en fait, quand tu es en période comme ça de soins et que c'est assez intense avec des traitements lourds, très vite ton quotidien vient bah en fait survivre au cancer quoi. Et donc je voulais qu'elle ait autre chose dans sa vie que ça, je voulais qu'elle ait un projet qui soit un peu plus gros que juste guérir en fait. Et donc je lui ai dit ok, je vais te faire un programme, mais est-ce que ça te dit si ben on fait des épisodes comme ça, moi c'est l'occasion de pouvoir venir te voir et pas faire uniquement un suivi à distance, de faire un suivi en présentiel. Et puis en même temps, je viens avec Romain qui est mon vidéaste et puis on fait des petits épisodes en fonction de, de ce qu'on travaille ensemble, quoi. Donc au début, j'étais partie sur une mini-série et pas sur un docu. Et le format, c'était un peu des épisodes pour ma chaîne YouTube. Et je m'étais dit, bah, on va faire un épisode sur quand on fait les courses, un épisode sur son entraînement sportif, musculation, un épisode sur la partie périnée, un épisode sur la partie course à pied, etc., etc. Et ça fera une petite série. Et puis, c'était à la fois l'occasion de la voir beaucoup plus souvent, donc ça c'était cool, et d'avoir un maximum aussi d'images avec elle, parce que bah, mine de rien, voilà, je savais pas trop comment ça allait se passer cette histoire. Donc je me suis dit, bah, tout le temps passer avec elle et toutes les images stockées avec elle, je ne regretterai jamais ça. Et puis bah, elle était enchantée, enfin, ça l'a branchée à fond de se dire qu'elle participait à ça, plutôt que d'être voilà sur sa maladie branchée H24 là-dessus quoi. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Par rapport à la partie financière, moi je me suis dit dès le début c'est un projet de cœur qui ne rentrera pas dans un business plan. Ok. Donc en fait dès le début c'était 100% à perte, sans objectif de gagner de l'argent avec ou de le revendre ou de le commercialiser. Enfin voilà. Pour le coup moi c'était vraiment une stratégie aussi de me dire bah en fait je veux pas que ça ce soit un produit. Mm. Ça va forcément inspirer la communauté, sera forcément ça fera un élément de plus à ce que je construis, à tout cet écosystème qui a pour but de sensibiliser et d'éduquer. Mais ce sera pas quelque chose qui aura pour objectif d'être rentable. Et donc il a été fait 100% à perte. Et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé un peu à la fin, je me suis dit, le projet est tellement chouette, c'était tellement cool, les épisodes qu'on a fait sont... Enfin, en fait, tout ce qu'on avait fait, l'histoire était tellement chouette. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de marquer le coup et de faire une avant-première au cinéma. Sauf que le format 14 épisodes au cinéma, ça passe pas. Parce que c'est trop long. Mais du coup, si tu montes que les premiers, bah, c'est pas méga fun parce que les plus fun, c'est ceux de la fin.
Si tu montres que la fin, bah du coup, les premiers servent à rien. Et donc, je me suis dit, bah en fait, on va changer tout et on va raconter l'histoire sous un format documentaire. Parce que là, du coup, les épisodes, ils étaient déjà montés, prêts, quoi. OK. Ils étaient pré-montés, ouais. Il y avait ouais, on avait dégrossi énormément. Il y avait encore les petits détails à faire, mais les épisodes étaient faits. Et du coup, on a reprogrammé deux tournages. Un tournage avec toute ma famille et ma première cliente qui était là, Nathalie, dont je te parlais tout à l'heure, mon président de club, mon coach, mon père, ma sœur, ma mère. Donc on a fait un tournage avec eux pour récupérer des témoignages, pour avoir un fil conducteur. Et ensuite, on a rajouté un autre tournage avec moi où là je raconte notre année entière et ce qui fait bah, voilà, la voix off du documentaire. Et donc là, on a tout remonté de nouveau. Et cette fois-ci, on a tout remonté sous un format film qui fait 1h05. Et on a pu du coup faire l'avant-première que je voulais au cinéma, avec la projection qui a eu lieu à Paris. J'ai eu l'opportunité de le projeter aussi à San Francisco le mois dernier, le jour de la Journée internationale des droits des femmes. Donc c'était très chouette avec le consul adjoint de France qui était là aussi. Enfin, c'était vraiment chouette. Et puis, bah, il va aussi continuer de faire sa vie. Il est disponible gratuitement. Pour ça, je te dis, enfin, vraiment, il y a zéro business model derrière. J'ai choisi de ne pas le vendre à des diffuseurs, etc., pour garder vraiment le choix sur la façon dont il était accessible. Et donc, il est accessible gratuitement sur YouTube, en fait. Donc, même si, voilà, moi, j'aime bien aller le montrer dans les salles de cinéma parce qu'on vit une expérience hyper chouette et puis ça permet aussi, bah, après, de pouvoir en discuter avec la communauté. Mais n'importe qui peut le voir aujourd'hui gratuitement en ligne. Ouais. Ah, trop bien. En tout cas, bravo à toi, c'est quand même un sacré projet. Et le projet du livre, du coup, tu es à ton troisième livre, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est ultra facile pour toi d'écrire, pour en faire trois, ça te prend du temps. Comment tu t'es lancé dans ces différents projets? Ouais, le premier a été très facile à faire parce que j'étais avec une co-autrice, donc Bérangère, dont je parlais tout à l'heure, et pour qui c'était le cinquième livre. Donc elle m'a énormément aidée, ce qui fait que j'avais juste à livrer ma méthode et prendre les photos. Mais des exercices, des vignettes, faire le programme sportif, mais ça me prend vraiment pas de temps, c'est mon quotidien. Donc cette partie-là était très facile pour moi et Bérangère m'a énormément aidée. Donc le premier, franchement, s'est fait très facilement. Le deuxième, était un peu plus douloureux parce que on n'était pas forcément d'accord avec l'éditrice de la façon dont on voulait partager ce qu'on avait à partager. C'est vrai qu'avec Julie qui est kiné, avec qui on a coécrit le guide santé des femmes, nous, on vient toutes les deux bah, de parcours universitaires, d'études scientifiques. Donc, on avait fait un premier ouvrage qui était très scientifique. Et notre éditrice nous a dit, en fait, on est chez Larousse, on veut quelque chose de beaucoup plus accessible. Et donc, ça a été assez douloureux parce qu'il y a énormément de coupes de fêtes, il y a énormément de remaniement des chapitres, etc. Beaucoup d'allers-retours. Mais après, voilà, c'était très bien comme ça parce que le produit final est super. Et donc on est très contente de comment ça a été fait, même si sur le moment, bah voilà, on découvrait le monde de l'édition et c'était pas évident pour nous de devoir gérer ça. Mais au final, on est très très heureuse du résultat final et donc c'était quand même une expérience chouette. Et puis je m'étais dit quand même plus de livres, on arrête là. Et l'été dernier, Larousse est venu me chercher et m'ont demandé de faire un livre. Au début, j'étais là, genre, avec le documentaire qui était en cours. En fait, les deux projets, je les ai fait en même temps. C'était très lourd parce que j'avais le quotidien de mon entreprise. Enfin, j'en ai deux. J'en ai une où j'accompagne des professionnels, où je fais du mentoring et de l'accompagnement de professionnels spécialisés en santé de la femme. Et une autre où j'accompagne les femmes. Et donc, j'avais ces deux boîtes-là à gérer, plus le documentaire, parce qu'on n'était que deux. Donc, moi, je suis vraiment, je suis productrice sur le documentaire et en fait, j'ai tout créé avec mon vidéaste. Et puis, le livre. Donc, ça a été assez intense. Fallait vraiment pousser les murs pour trouver de la place dans le planning, quoi.
Et bon, ça s'est fait. Ça s'est fait et bon, bah voilà, ça y est, là, il arrive, il est en train d'être imprimé à l'heure actuelle. Donc, et je suis très contente du résultat. C'est la première fois en plus que j'écrivais seule, puisque mes 2 premiers livres sont avec des co-autrices. Et bon, ils m'ont laissé quand même carte blanche sur le contenu du livre, donc ça c'était chouette. La thématique, c'est mon sujet de cœur, vraiment le muscle, la longévité, la santé de la femme. Donc du coup, voilà, je suis très très contente d'être partie dans ce projet, quoi. Ah, trop bien. Hâte de voir sa sortie et toi aussi, j'imagine le bonheur quand tu vois que ton livre sort enfin. Euh, Comment tu gères du coup ces périodes de méga rush, là où tu avais le livre, le documentaire, les deux boîtes? Il y en a beaucoup qui tomberaient en burn-out, je pense. Toi, je pense que tu as cette capacité à travailler à fond sans faire de burn-out. C'est quoi un peu pour toi la différence qu'il fait avec ceux, par exemple, qui vont finir en burn-out? Je prends soin de ma santé physique et de ma santé mentale, tout simplement. C'est-à-dire que oui, c'est le rush, mais ça doit pas passer après ma santé physique et ma santé mentale. Donc, une alimentation qui permet d'avoir de l'énergie, suffisamment de sommeil. Et si jamais il y a quelques nuits où je fais des nocturnes, où je travaille très très tard, bah, que ce soit pas, que ça devienne pas une habitude, que ça reste exceptionnel. L'activité physique, hein, tous les jours. Enfin, tu vois, c'est vraiment le sujet du livre, hein, le muscle, à quel point c'est un lien avec la santé mentale et à quel point finalement quand t'as ton muscle, bah, du coup ton cerveau est beaucoup plus clair parce qu'il gère aussi bah, les hormones, qui gère aussi l'arrivée de sucre parce qu'il va permettre de réguler la glycémie. Donc ça va te permettre de pas avoir le cerveau dans le brouillard, de garder de la clarté mentale. Donc voilà, je garde vraiment mes piliers en termes qui pour moi sont vraiment bah, le sommeil, la nutrition et le sport. Par rapport à la gestion de ma charge mentale, je passe beaucoup de temps à faire mes to-do list et à prioriser réellement ce qui est urgent. Sur ce qui ne l'est pas, je prends du délai, je décommande, j'annule. Euh, Quand tu es très au clair avec quelles sont tes priorités, c'est beaucoup plus facile. Et donc voilà, je fais en sorte bah ouais, de préserver ça en fait, de préserver ça. Euh, et moi, je pense que c'est ce qui fait que après 16 ans d'entrepreneuriat, je suis encore là. Trop bien. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait 16 ans sans burn-out, en tout cas, avec ces résultats. Mais justement, par rapport à tes priorités, il y a une question qui me vient. Euh, Qu'est-ce qui fait justement que le livre, t'as dit oui et pas bah tiens, on reporte dans 6 mois? C'est la maison d'édition qui t'a dit c'est maintenant ou jamais ou c'est toi qui t'es dit mon cœur me dit d'y aller? Non, ils m'ont dit qu'il y avait, ils m'ont dit que par rapport, donc eux, ils sont venus me voir en me disant on aimerait faire un livre sur la musculation pour les femmes. Et moi, je me suis dit ok, mais du coup musculation santé et pas musculation bodybuilding. Mm. Et ils m'ont dit ok. Et après, par rapport en fait aux saisons, c'est le genre de livre qui est bien à sortir au printemps, Ouais. donc début d'année. C'est pas, tu vois, un livre de rentrée, c'est pas un livre de Noël, de fête, c'est pas un livre d'hiver, c'est un livre de printemps. Donc voilà, par rapport à la date, donc ils m'en ont parlé en juin dernier. J'ai donné mon premier manuscrit en juillet et après on a fait beaucoup d'allers-retours jusqu'en décembre et on a peaufiné en janvier avec, tu vois, les derniers choix de couverture en février, quoi, pour que là ils sortent début avril. Ah oui, mais du coup, le premier jet, tu l'as fait en un mois. Non, non, je l'ai fait en une nuit. Ah oui, Ouais. solide. J'ai fait la partie 1, donc les 6 chapitres de la partie 1, il y a 110 pages en une nuit. Ah ouais. Mais j'avais le sujet, tu vois, enfin, je savais exactement quel message je voulais transmettre, c'est mon expertise, j'ai rien à inventer, j'ai pas de recherche à faire. Enfin, Ouais. tu vois, c'est le sujet que je maîtrise. Donc c'était juste de me poser et de tout sortir. Donc voilà, du coup je l'ai fait en une traite. J'avais pas prévu de le faire en une traite, en fait j'ai commencé à écrire et puis je m'arrêtais pas, donc je me suis dit bon vas-y on continue et puis voilà. On Ouais. voit la passion qui parle. Je recommande pas de faire ça, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et comme tu vois, je te disais au début, j'ai arrêté de me battre avec mon fonctionnement, plutôt appris à l'accepter, à faire en sorte que ça me crame pas. Donc, quand ça m'arrive comme ça de travailler toute une nuit, bon bah voilà, j'annule mes rendez-vous les jours qui suivent et je prends le temps de récupérer, quoi. Ouais.
C'est top parce que c'est un truc moi que j'ai vécu aussi, je suis pas mal une grosse bosseuse, c'est déculpabiliser quand tu bosses alors que les il faut que diraient que bah faudrait pas bosser, je sais pas quoi, faut pas bosser le week-end, faut pas bosser le soir, etc. Oui, Dire bah là en fait je suis dans une vibe où j'ai envie de bosser et c'est ok, pas besoin de culpabiliser pour ça. Euh, Ce qui est le plus important, c'est est-ce que j'ai la santé mentale, physique qui va avec en parallèle quoi. et j'ai la chance de vivre seule. Parce que c'est pareil, tu vois, quand tu vis avec quelqu'un ou que tu as des enfants, tu vas pas prioriser de la même façon. Et Mm. c'est normal. Donc, tu vois, pour des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas du tout le même contexte que moi, tu vois, je veux dire, il faut pas se culpabiliser non plus ou se comparer. Voilà, j'ai la chance aussi de pouvoir gérer absolument mon temps sans déranger personne. Et que si je bosse toute une nuit, ça va embêter personne. Derrière, tu vois, j'ai pas les enfants à emmener à l'école ou quoi. Enfin, donc c'est aussi Mm. autre chose. L'entrepreneuriat seul, c'est pas du tout la même chose que quand on est maman ou quand on doit gérer une vie de famille. Ouais, carrément. Je vois aussi, là, j'ai fait beaucoup l'erreur, moi, de me comparer aux entrepreneurs qui n'avaient pas d'enfants avant de me dire, mais en fait, le temps libre, eux, ils l'ont le soir, mais moi, il faut que je le trouve autre part. Exactement. Donc, ouais, merci pour ce rappel. Et d'ailleurs, je vois que le temps passe. Quel conseil tu donnerais à ceux qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont un peu une grande vision comme toi et qui, par contre, bah, sont en bas de la montagne? Donc, doutent, est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais pas y arriver? C'est quoi un peu les conseils que tu leur donnerais pour bah, donner le courage de grimper la montagne et que ça se passe bien, quoi. Bah, vraiment de se dire où est-ce qu'il va l'être dans longtemps et ensuite se découper. Se dire, et de pas vouloir tout de suite. Je pense que c'est la clé. Moi, s'il y a 5 ans, à 6 ans, on va dire, tu m'aurais dit que j'allais avoir une plateforme en ligne, que j'allais avoir 14 collaborateurs, que j'allais avoir écrit 3 livres, tourné un documentaire, etc. Je t'aurais dit jamais, jamais de la vie. Impossible. Euh, donc, c'est de prendre les projets un par un, de bien prioriser, de découper en petites étapes. Vraiment, un pas après l'autre. Pour moi, c'est vraiment la clé. Ça paraît tellement basique, mais en fait, la plupart des gens ne le font pas. Ils Mm. veulent tout de suite. Et donc, une étape qui se mettent, en vrai, c'est 10 étapes. Et ils la résument en une étape. Non, si c'est 10 étapes, il faut faire 10 étapes. Et, et prendre le temps de le faire. Donc, ouais, moi, je prends beaucoup de temps à me poser, écrire, poser ma vision, mes objectifs, mes accomplissements, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce que je veux plus faire dans quelques mois, dans quelques années, pourquoi est-ce que je le fais encore, etc., etc. De vraiment s'auto-analyser ou alors se faire coacher. Moi, je me suis beaucoup fait coacher. Maintenant, j'ai beaucoup d'outils que je peux utiliser de façon autonome, mais je me suis énormément fait coacher sur la partie business et ça, c'est clé aussi, je trouve, de vraiment d'avoir quelqu'un d'extérieur, un mentor ou un coach qui va permettre de se poser pour se dire qu'est-ce qui est réellement une priorité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour moi, c'est hyper important de ne pas rester isolé en tant qu'entrepreneur. Mm. Ouais, je rejoins ton poids. Je pense que le plus dur quand on est entrepreneur, c'est ce sentiment de solitude, mais il y a personne pour m'aider vu qu'il n'y a plus de patron. Et prendre un mentor ou un coach, c'est un peu, voilà, avoir ce petit patron qui est pas vraiment ton patron, mais qui quand même te recadre et te permet d'avoir du recul sur ce que tu fais. Euh, c'est ultra passionnant, Alexia. J'adore ton parcours, je te l'avais dit en amont, c'est ça que je voulais t'avoir sur le podcast. J'aime bien terminer les épisodes par une question de coaching qu'on va poser aux auditeurs et qui vont se poser en marchant. Il y aura la petite musique à la fin pour qu'ils se posent cette question. Quelle question, toi, tu aimes bien te poser et qu'on pourrait leur poser du coup à ceux qui nous écoutent? Ou quelle est, je sais pas moi, la question qui a été game changer dans ta vie? Tu dis, ouais, celle-là, il faut que tu te la poses une fois dans ta vie. Bah, je pense que la question qui m'aide le plus dans l'entrepreneuriat, c'est, j'en ai parlé plusieurs fois pendant le podcast, mais c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je ferai plus dans 5 ans et pourquoi est-ce que je le fais encore aujourd'hui? Génial. Je vais me poser cette question, je crois que je me la suis jamais posée. Je me la note aussi. Pour ceux qui nous écoutent, du coup, restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir cette question, pardon, à méditer en marchant et en musique. Et Alexia, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des mots doux ou les femmes qui veulent remettre un peu la santé au centre de leur vie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, donc Alexia Cornu, sur
YouTube, Alexia Cornu Coach. Après, j'ai une newsletter aussi. J'envoie beaucoup de conseils sur mon site aussi, alexiacornu.com. Et puis, après, voilà, mes livres sont chez Larousse, donc ils sont dans toutes les librairies. Pour les personnes qui veulent regarder un peu mes livres, en général, ils sont distribués partout. Et puis voilà, en gros, ne pas hésiter à me contacter si des personnes ont des questions et pas hésiter à regarder aussi toutes les ressources que je mets à disposition gratuitement pour prendre soin de sa santé. C'est très très important. Yes, carrément. Je mettrai du coup tous les liens en descriptif de l'épisode. Encore un grand merci à toi, Alexia, pour nous avoir partagé tout ça. Et moi, je te dis à très vite. À bientôt, merci. Ciao.